Si le RN arrive en tête des suffrages, il est impensable que le RN ne soit pas celui qui gouverne. Je ne suis pas le président de la République, mais si le Rassemblement national devait gagner dimanche, ce que je ne souhaite absolument pas. Mais même en cas de majorité relative. Mais attendez, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a gouverné pendant 2 ans avec une majorité relative. Qu'a fait le général de Gaulle en 1958? Il a dirigé avec une majorité relative, il a fait des grandes choses pour la France. Et c'est une très grosse surprise qui s'affiche sur vos écrans. Vous le voyez, le nouveau Front populaire vire en tête, 172 à 192 sièges dans la future Assemblée. Mes chers compatriotes, la France a un nouveau Premier ministre. Et au moment où je quitte mes fonctions à Matignon, je tiens à vous féliciter chaleureusement, cher Michel Barnier. Michel Barnier est appelé et que nous sommes aujourd'hui dans une situation inouïe sur le plan de la démocratie. Les Français ont voté pour la gauche et c'est la droite qui gouverne. Et donc à partir de là, il est bien évident qu'on ne va pas se laisser voler l'élection de cette manière-là. Voilà Michel Barnier issu d'un parti, les Républicains, qui a fait 5,4% au premier tour des législatives, qui a 47 députés. Donc vous voyez que nous sommes dans une situation qui est quand même un peu curieuse. Le 28 juillet dernier, le très autoritaire Nicolás Maduro, qui dirige ce pays depuis le décès de son prédécesseur Hugo Chavez en 2013, a été réélu président du Venezuela pour la 3e fois, avec 51,2% des voix, contre 44,2% pour son adversaire. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana. Nicolás Maduro réélu pour un 3e mandat de 6 ans. C'est ce que décrète le Conseil national électoral. Ce résultat a immédiatement été contesté par l'opposition vénézuélienne, qui affirme qu'il a été truqué et que c'est elle qui a en réalité gagné cette élection. Dès le 31 juillet, comme l'ont immédiatement rapporté la presse et les médias français, l'Union européenne et les États-Unis, rejoints par de nombreux pays d'Amérique latine, dont le Brésil du président Lula, ont donc demandé à très bon droit la publication du décompte précis des voix. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au début du mois d'août, la réélection de Maduro a été validée par le Conseil national électoral vénézuélien, qui a assuré ne pas être en mesure de publier ce décompte en raison d'une attaque informatique. Quelques jours plus tard, le mardi 13 août, l'Organisation des Nations Unies a jugé dans un rapport accablant que la présidentielle vénézuélienne n'avait, je cite, pas respecté les mesures fondamentales de transparence et d'intégrité, essentielles pour tenir des élections crédibles et démocratiques. Depuis, la répression des manifestations contre ce coup de force a fait 27 morts et 192 blessés, l'opposition vénézuélienne est systématiquement bâillonnée, et les médias français ne manquent pas de fustiger à très juste titre l'autoritarisme brutal du pouvoir vénézuélien. Dans un article publié le 8 septembre dernier, par exemple, le journal Le Monde observait très justement que Nicolás Maduro ne prenait même plus la peine de cacher ses prétentions antidémocratiques, puisqu'il venait le jour même de déclarer, ouvrez les guillemets, quand ce sera mon tour de passer le pouvoir, je le passerai à un président ou une présidente chaviste, bolivarienne et révolutionnaire. Bien évidemment, et il faut insister sur ce point, cette confiscation annoncée de la démocratie par un parti présidentiel est parfaitement intolérable, et la presse française dominante a parfaitement raison de le dénoncer pour ce qu'il est. Mais une fois qu'on a rappelé cette évidence, on doit aussi mentionner que cette même presse vient de faire la démonstration qu'elle savait se montrer infiniment moins sévère quand c'est le chef de l'État français qui confisque le résultat d'une élection. Car comme on sait, en France aussi, une élection a eu lieu au mois de juillet dernier. Il s'agissait plus précisément, le 7 juillet, du second tour des législatives anticipées consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron après la débâcle de son parti aux européennes du 9 juin. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Quelques jours avant ce second tour, dont la totalité des instituts de sondage assuraient alors avec beaucoup d'aplomb qu'il allait sans le moindre doute être gagné par l'extrême droite, Gérald Darmanin, ministre macroniste de l'Intérieur, expliquait dans une interview passée trop inaperçue que s'il l'emportait, et même en ne disposant que d'une majorité relative, le Rassemblement national devrait, je cite, « évidemment gouverner ».
Car sinon, ça n'a aucun sens ce que nous faisons, ajoutait Darmanin, avant de répéter « Il faut évidemment regarder les règles de la démocratie telles qu'elles sont, et ceux qui gagnent doivent gouverner. » Donc si jamais le dimanche prochain, le RN devait gagner les élections, évidemment que le contrepartie de « j'ai gagné une élection », c'est « je gouverne », bien sûr. Sinon, ça n'a aucun sens ce que nous faisons. Et moi, je dis à mes amis politiques qu'il faut évidemment combattre jusqu'à dimanche soir le Rassemblement national. Je le ferai chez moi, et je l'ai toujours fait, voilà, dans une terre difficile, populaire, mais il faut évidemment regarder les règles de la démocratie telles qu'elles sont. Et ceux qui gagnent doivent gouverner. Il est important de se remémorer ces déclarations, car elles témoignent de ce qu'à ce moment-là, les macronistes promettaient de respecter le verdict des urnes en cas de victoire de l'extrême droite au second tour des législatives. Mais comme on sait, les électeurs et électrices, déjouant une fois encore les fins pronostics des sondeurs, ont finalement choisi d'empêcher une nouvelle fois l'arrivée au pouvoir de cette extrême droite. C'est la gauche réunie au sein du nouveau Front populaire, le NFP, et autour d'un programme resserré promettant notamment un retour à la retraite à 60 ans, qui a finalement remporté ces élections et qui a permis au parti présidentiel d'éviter une nouvelle débâcle électorale en se désistant systématiquement dans toutes les circonscriptions où l'extrême droite risquait de l'emporter. Et c'est une très grosse surprise qui s'affiche sur vos écrans. Vous le voyez, le nouveau Front populaire vire en tête 172 à 192 sièges dans la future Assemblée. Devant Ensemble, l'ex-majorité présidentielle, 150 à 170 sièges. Suit le Rassemblement national et ses alliés en troisième position. Troisième bloc, 132 à 152 sièges. Les millions de Français qui ont majoritairement voté pour le NFP n'ont donc pas seulement empêché un nouveau succès électoral de l'extrême droite, ils ont également permis aux macronistes de sauver 150 sièges à l'Assemblée nationale. Mais après cette victoire de la gauche, ces mêmes macronistes, qui s'étaient donc engagés par la voix de Gérald Darmanin à respecter le vote des Français en cas de victoire du Rassemblement national et à lui laisser le pouvoir même s'il ne disposait que d'une majorité relative, ont complètement changé d'avis. Après 15 jours de discussion, soit un délai tout à fait raisonnable, et conformément à la tradition démocratique et républicaine selon laquelle, pour citer Gérald Darmanin, ceux qui gagnent les élections législatives doivent évidemment gouverner, les partis du nouveau Front populaire, écologistes, communistes, insoumis et socialistes, ont proposé à Emmanuel Macron pour Matignon le nom de Lucie Castet. Mais le chef de l'État a catégoriquement refusé de la nommer, en prétextant notamment que la gauche ne disposait pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale et qu'un gouvernement incluant des ministres appartenant à la France insoumise, parti majoritaire au sein du NFP, serait immédiatement censuré. Puis, Marine Le Pen s'est empressée de confirmer qu'en effet, son parti censurerait tout gouvernement comportant des ministres insoumis ou écologistes. Dans les semaines qui ont suivi, Macron, considérant au mépris de toutes les coutumes républicaines que c'était à lui de nommer un Premier ministre, a sorti de son chapeau les noms de diverses personnalités prétendument de gauche ou franchement de droite, comme Bernard Cazeneuve ou Xavier Bertrand. Mais le Rassemblement national lui a immédiatement fait savoir qu'eux aussi seraient censurés. Et finalement, c'est comme on le sait le très droitier Michel Barnier, partisan notamment de la retraite à 65 ans, qui a été nommé la semaine dernière à Matignon avec l'autorisation explicite de Marine Le Pen, auprès de qui Emmanuel Macron s'était assuré qu'elle ne s'opposerait pas à ce choix. Nous avons été reçus par Emmanuel Macron, nous avons donné, encore une fois, quels étaient pour nous les critères, les conditions qui entraîneraient une non-censure immédiate de la part du Rassemblement national du Premier ministre qui serait choisi. À partir du moment où ces conditions, en tout cas pour l'instant, sont respectées, eh bien, nous respectons également notre part. Immédiatement après sa nomination, Michel Barnier s'est d'ailleurs empressé de donner des gages à l'extrême droite en promettant, je cite, de maîtriser les flux migratoires. Et Marine Le Pen, manifestement touchée par cette attention, s'est à son tour précipitée pour dresser le constat suivant, au demeurant parfaitement exact. Michel Barnier semble avoir, sur l'immigration, le même constat que le nôtre. En somme, et il faut le répéter un peu distinctement, pour mesurer l'extraordinaire gravité d'une telle situation, les Français qui ont empêché une victoire de l'extrême droite en votant aux législatives de juillet dernier pour la gauche qui leur promettait notamment de revenir à la retraite à 60 ans, se retrouve 2 mois plus tard avec un Premier ministre imposé par cette même extrême droite et qui milite pour la retraite à 65 ans. Comme l'a très justement relevé l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, c'est une situation, je cite, assez inouïe sur le plan de la démocratie. Le résultat, c'est que Michel Barnier est appelé et que nous sommes aujourd'hui dans une situation inouïe sur le plan de la démocratie. Pourquoi ? Voilà Michel Barnier issu d'un parti, les Républicains, qui a fait 5,4% au premier tour des législatives, qui a 47 députés, qui est soutenu
avec des conditions, par le parti présidentiel. Parti présidentiel qui a été rejeté et battu par les Français. Et il est soutenu, là encore avec beaucoup de bémols et sous surveillance, du Rassemblement national. Pour le dire plus nettement, c'est un coup de force antidémocratique, gravissime, où le président de la République française, élu il y a 7 ans sur la promesse qu'il ferait barrage à l'extrême droite, vient littéralement de confisquer le vote des Français pour leur imposer, avec l'aide du Rassemblement national, un Premier ministre dont le journal Le Monde a très opportunément rappelé dans un article publié la semaine dernière qu'il n'avait aucune divergence idéologique de fond avec Emmanuel Macron. En d'autres termes, le chef de l'État qui souhaite, comme l'a également relevé Dominique de Villepin, la continuité de sa politique, a demandé à l'extrême droite de l'aider à imposer contre l'avis des Français un Premier ministre à sa main, dont il sait qu'il continuera effectivement cette politique. Et nous voici revenus à l'élection vénézuélienne qu'on évoquait au début de cette chronique, car toute chose égale par ailleurs, ce comportement rappelle évidemment celui de Nicolás Maduro, promettant qu'il n'accepterait jamais de passer le pouvoir à l'opposition. Sauf que là, curieusement, la presse et les médias mainstream s'abstiennent de relever qu'Emmanuel Macron ne prend même plus la peine de cacher ses prétentions antidémocratiques. Tout au contraire, il commente heure par heure l'installation de Michel Barnier à Matignon, comme si elle s'inscrivait dans le fonctionnement normal de la démocratie, et occulte donc complètement la réalité du coup de force perpétré par Emmanuel Macron et ses nouveaux supplétifs du Rassemblement national, comme s'il leur était au fond impossible d'imaginer que le despotisme puisse être autre chose qu'un lointain folklore exotique. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. Il faut que le président de la République change de méthode et qu'il accepte l'idée que le futur Premier ministre ne sera plus son collaborateur. Il n'est plus maître aujourd'hui du jeu. Et je pense, rétrospectivement, qu'il aurait sans doute dû, il y a quelques semaines, prendre le nom de Madame Castet, c'est effectivement le NFP, est effectivement la première coalition au Parlement, dire à Madame Castet, ou dire au nouveau Front Populaire, écoutez, essayez d'avoir une majorité, vous êtes le premier groupe,